Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, et comme vous le savez, mercredi c'est Web Presse. Aujourd'hui, je suis entourée, mesdames et messieurs, de 3 intelligences et compétences de mon pays. Je suis avec Laurent Onimba, journaliste indépendant. Très heureuse de vous recevoir, Laurent. Merci, Paulette. Ça fait toujours plaisir d'être avec une intelligence de mon pays. Je suis avec Pascal Ouonje de CKTV. Bonjour, bonjour Pascal. Bonjour, Paulette. Et je vais terminer par John Omombo, journaliste indépendant. RTG1, si je vais trop. Comme vous voulez. Je suis indépendant d'esprit et d'ailleurs les propos que je tiens sur votre plateau n'engagent même pas RTGA. Donc je préfère être indépendant. Indépendant. Voilà, mesdames et messieurs, ben voilà, mais une petite blague avant de commencer les gros sujets. Je me suis rendu compte que tous mes confrères, leur nom commence par O. Hein, donc placez-les dans les nouvelles provinces et vous comprendrez que je suis avec les gens dont les noms commencent par O. Donc, alors, Obama aussi est d'une province. Voilà, il est ou Hollande, comme Hollande avec H. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 grands thèmes, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la CENI. Comme vous le savez, il y a vraiment de la tension dans la CENI. Il y a vraiment la marmite bouillonne au sein de la CENI. Nous allons parler des commissaires spéciaux et évidemment, nous allons parler du dialogue qui, selon des sources bien définies, le dialogue est imminent. Alors, mesdames et messieurs, mais nous allons quand même ouvrir ce magazine par la disparition du professeur Philippe Bioya. C'est une intelligence. En tout cas, nous espérons que le gouvernement l'honorera vraiment avec panache, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'était une intelligence qui défendait vraiment le Congo bec et ongle. Alors, Laurent Onimba, un mot, quel souvenir gardez-vous du professeur Philippe Bioya? Bon, si j'avais la commande, d'abord je vous remercie pour l'invitation, mais si j'avais la commande de cette émission, peut-être que je demanderais une minute de silence pour le professeur Philippe Bioya, mais quand cela n'était, Bioya était un savant. J'avais tweeté en disant aux amis que Bioya était un savant. C'était un homme d'une grandeur scientifique assez élevée, il était disponible. Il était une mine de références scientifiques. Bioya était un internationaliste. Il avait un savoir, et voulait dire multidimensionnel et puis transversal. Il était toujours au chevet du Congo chaque fois que le Congo avait besoin de lui. Mais ce qu'on a constaté, c'est que nous sommes dans un pays de la médiocrité. Médiocrité, pourquoi? Parce que on n'a pas pu utiliser Bioya suffisamment. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Comme je l'ai toujours dit, nous sommes le seul pays au monde où pour occuper des charges d'État, eh bien, il faut mettre les taux d'un parti politique. On a trouvé des gens qui ont à peine peuvent comprendre c'est quoi la stratégie, même en relations internationales, mais qui ont occupé des portefeuilles au niveau le plus élevé. Mais l'homme comme Bioya, on l'a utilisé dans les accords, dans les concertations et par-ci par-là, mais on n'a pas vu, n'est-ce pas, un parti politique les proposer. Peut-être qu'il ne voulait pas lui-même aussi personnellement avoir l'étiquette d'un parti politique. Ça... Je faisais l'émission en plateau académique. Vous lui posez la question? J'ai eu la chance un jour de le recevoir. Je recevoir des sommités sur mon plateau. J'ai cité Philippe Bioya et le professeur Kitima. Mais ce jour-là, je n'ai pas dormi parce que chaque fois qu'il parlait, les phrases me revenaient à peu près une semaine après parce que j'estimais qu'il savait beaucoup plus que je l'aurais voulu ou beaucoup plus que je l'aurais imaginé. Mais à la preuve du contraire, Bioya est mort, vous avez dit, si bien dit, on doit aujourd'hui arriver à l'immortaliser. On a beaucoup immortalisé les musiciens, on a beaucoup immortalisé ces gens de stars qui ont aussi fait beaucoup pour notre pays, mais aujourd'hui, nous, société congolaise, nous de la communauté scientifique, nous attendons. Il faut avoir notre panthéon, en tout cas comme la France. Hein. Bioya, et que tous les savants qui meurent, tous les jours, comme le journaliste qui est mort à la TNC, on l'appelait, j'ai perdu son nom, il faut que ces gens-là, chacun arrive à être immortalisé, et ce sera un État qui comprenne qu'il n'y a pas seulement que la musique, il y a aussi la science, et Bioya était une référence comme je l'ai dit, pourquoi ne pas avoir notre... On va continuer à le pleurer, il ne va pas quitter sitôt, mais Bioya écrit, je pense que les écrits vont rester nous faire plaisir, parce qu'il va continuer à vivre dans nos mémoires collectives. Pourquoi ne pas avoir, je le dis si bien, notre panthéon des grands hommes comme la France, parce qu'après tout, nous ne faisons que les imiter, alors créons aussi notre panthéon pour rendre hommage aux grands hommes. Oui, Pascal Ouonje, un mot par rapport au professeur Philippe Bioya. Je pense que Laurent a tout pratiquement dit, mais seulement que c'est quelqu'un que j'ai connu très bien. Je l'ai connu comme professeur à l'université de Kinshasa, il m'a enseigné. Ah, ok. Je le recevais comme invité de mon émission. Il ne refusait jamais les invitations, jamais. Mais ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est la profondeur dans ses réflexions.
à chaque fois quand vous échangez avec le professeur Bioya, il allait parfois au-delà de ce que vous pensiez. Et il essayait de mettre tout le monde d'accord. Même dans un débat contradictoire, il ne s'est fâché jamais. Il était toujours vraiment apaisé. Et il gardait, en tout cas, son niveau scientifique incomparable. En tout cas, c'est un monsieur qui, à mon humble avis, est parti un peu tôt, pendant que le pays avait encore besoin de lui, avec les dialogues qui s'annoncent. Je crois que son expérience jouerait beaucoup, comme c'est joué à l'occasion des concertations nationales. Il avait participé. Nous avions été dans plusieurs rencontres. En tout cas, il s'est distingué. Malheureusement, il est parti. Mais c'est le choix de la nature. On ne sait pas faire autrement que d'accepter ce qui est arrivé. John Omombo, un mot par rapport oui, un mot quand les amis parlaient, j'ai pensé directement à un autre savant qui, lui, reste encore vivant. C'est le professeur Elikia Mbokolo, qui disait que s'il n'y a pas encore de Bioya aujourd'hui, il fallait en créer un. Ça, c'était pendant que le professeur Bioya était encore vivant. Elikia Mbokolo n'est pas n'importe qui, et quand il sort ça, c'est très profond. Le professeur Bioya, je l'ai connu personnellement. Sa disponibilité pour les médias, ça, ce n'est plus à commenter. C'est quelqu'un qui a apporté une contribution significative au débat politique dans notre pays. Même pendant les élections, je me souviens, il a participé à des conférences organisées par des associations de journalistes pour les élections et tout. Et puis, moi, j'ai fait la politique internationale comme les amis l'ont fait. Mais je dois vous avouer que chaque fois que le professeur Bioya parlait, au bout de chaque phrase, moi, je prends mon stylo pour noter, parce qu'il y a une nouveauté. Et quand vous voyez son parcours, même sur le plan international, c'est quelqu'un qui a su justement vendre positivement l'image de la RDC. C'est une sommité scientifique. C'est une grande perte pour la RDC. Je me suis posé des questions une fois, à la rédaction, je devais faire le portrait du professeur Bioya. J'étais dans l'embarras, je dis, mais écoutez, je vais commencer par où, je vais me limiter où. Et puis, je me pose la question, c'est vrai, le professeur Bioya a laissé de nombreux disciples. Il a écrit, comme Laurent l'a dit, nous allons le lire, nous qui l'avions côtoyé, nous qui avions suivi ses interventions. Il y a de nombreux disciples qui le laissent. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le remplacer? Non. Bioya est parti, Bioya reste irremplaçable. Et c'est avec beaucoup de douleur que je le dis, parce que j'ai connu même personnellement sa famille. Je voudrais ici rappeler même que en Chine, lors du passage du chef de l'État à Pékin, j'ai identifié sa fille Sandra Bioya, qui d'ailleurs est arrivée aujourd'hui pour le deuil de son père. Je lui présente encore une fois mes condoléances. Elle a fait partie des étudiants qui sont venus pour assurer la visibilité du Congo en Chine, des étudiants qui sont venus pour accueillir le chef de l'État. Je note que le professeur Bioya avait la liberté de dire ce qu'il pense. Ce n'est pas parce qu'il travaille avec un régime qui ne peut pas dire des choses. Il disait des choses comme tout technicien, en toute objectivité. Et je me souviens même que avant sa mort, il a même rappelé par rapport au vent qui frappe aujourd'hui les pays africains, le vent des modifications, des révisions constitutionnelles, il a condamné cela avant sa mort. Paix à son âme, je souhaite que la République puisse lui accorder justement cet honneur qu'il mérite. C'est nous-mêmes qui devons vendre notre culture. Et c'est la science. C'est vraiment une perte pour la RDC et pour le monde scientifique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vrai que l'émission a déjà commencé. Vraiment, nous avons vraiment voulu rendre cet hommage au professeur Bioya. Nous sommes des élites, donc nous ne disons pas que les musiciens n'ont pas droit aux hommages, ni les autres, mais rendons aussi hommage aux grands de ce pays qui vendent en tout cas notre intelligence, parce qu'on ne peut pas nous dire que les Congolais, ce n'est que la musique, ce n'est que la bière. Et pourtant, nous avons des grandes intelligences. John Omomba parlait de Elikia Mbokolo. Moi, je complète par Isidore Ndayoel, par exemple, des grands noms qui font la fierté de notre pays à l'extérieur. En tout cas, nous devons aussi leur rendre hommage de leur vivant. Je crois que ça sera mieux. Alors maintenant, nous allons à la CENI. Nous courons à la CENI. Plusieurs journaux parus à Kinshasa parlent de la CENI. La prospérité nous dit carrément RDC.
G7. Le G7 dénonce l'atomisation de la CENI. Donc l'atomisation, ça veut dire, je crois, le fait d'éclater. Le G7 accuse l'AMP de déstabiliser la CENI. Le phare qui nous éclaire pour nous dire qu'après les démissions de Maluma Loué Mpungwe, le bureau de la CENI au bord de l'implosion. Donc vraiment, presque tous les journaux ont titré sur ça. Alors, Laurent Onyembe, qu'est-ce qui se passe réellement à la CENI? Est-ce que la CENI est en train d'imploser aujourd'hui? Est-ce que le processus électoral est bloqué en République démocratique du Congo? Bon, Laurent Onyemba, le nom est une institution. Laurent Onyemba, merci. Oui. Quand je regarde les journaux de notre pays, de mon pays, de votre pays, il y a aussi des choses à dire sur les critiques qu'il faille apporter quand déjà l'écriture qu'il faut retenir. Mais la CENI est en train d'éclater. Il y a deux tangentes réflexionnelles qu'il faut toujours mettre en exergue chaque fois qu'on réfléchit. Et CENI, aujourd'hui, je n'ai pas le sous-contrôle justement de ce que je peux appeler, ça n'engage que moi, technicien, qui a été dans le couloir de la CENI, qui a travaillé jusqu'aux responsabilités administratives les plus élevées comme de directeur, qui est John Omombo. Merci. Aujourd'hui, la CENI est l'œuvre de la cartographie politique. Okay? La CENI n'est pas sortie du néant. Ce n'est pas, comme on dit, une génération spontanée. La CENI était les forces en présence en ce moment-là qui ont donné ces bureaux. Okay? Aujourd'hui, avec la décomposition, vous avez dit l'atomisation justement de la classe politique, avec le départ des G7, avec la société civile dans sa pluralité, vous allez vous représenter que l'aréopage, la dimension photographique de ce que ça veut dire la classe politique aujourd'hui n'est plus représentée dans la CENI. Encore que, déjà du point de vue ontologique, je me posais toujours la question, qui a dit que la CENI, si on veut vraiment que ce soit une, comment dirais-je, une commission électorale nationale indépendante, ne pouvait justement que représenter les forces politiques. Parce qu'à ce moment-là, il y a un problème. Mais parce que nous sommes partis dans ce schéma-là, aujourd'hui, vous allez constater que même les journaux, il y a toujours des camps. Il y a le camp du G7 qui dénonce l'atomisation justement de la CENI. Et il y a un autre camp qui veut que la CENI ne puisse plus exister. Par exemple, le cas de la majorité. Ça veut dire que le G7 a des membres qui les représentaient dans la CENI et qu'aujourd'hui, il est logique que la majorité, par exemple, veuille le départ de ces gens-là. Mais si vous regardez à la fin, le peuple congolais ne se retrouve pas dans ce schéma-là. La vérité est que nous avons un problème. L'abbé président a été mis de côté. Le vice-président qu'on accusait d'être du MSR. Pungwe? Oui. Il n'est pas du PPRD? Quoique, non, attention, les gens l'ont dit qu'il était du MSR. S'il était du PPRD, sa démission n'aurait aucun sens dans l'analyse politique. Mais aujourd'hui, on demande que la CENI puisse quitter. Mais alors, je donne raison à ceux qui pensent qu'il fallait que la CENI, représente les forces en présence. Mais j'ai quelques inquiétudes, je termine par là. C'est écrit où que pour être président de la CENI, il faut impérativement que vous soyez de la sous-commission confession religieuse. Je n'ai pas voulu dire ici que nous ce sont des accords tacites, Laurent Onyemba. Emprunter l'expression la CENI et la CI des mauvaises expériences. Mais je pense que les deux expériences de 2006 et de 2011 nous ont carrément donné une autre cartographie de l'Église congolaise dans sa généralité. Qu'on n'a pas nécessairement besoin des religieux pour bien gérer les choses. Vous allez vous représenter pour terminer. Les intelligences sont partout. Aujourd'hui, il y a des techniciens, j'ai cité des noms sur ces plateaux, qui peuvent aller au service de la CENI. On a choisi Nanga. Vous connaissez le contexte dans lequel on a choisi. Les églises continuent à le contester. Vous savez dans quel contexte on a choisi l'abbé Apollinaire Malomalo. Et vous connaissez la déclaration de l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en dit? L'abbé, le président pasteur est arrivé. Vous connaissez comment on a choisi le pasteur Jacques Joly. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire on a fait le bilan? Dans quel pays on ne fait pas le bilan? On dit des choses, on oublie. On fait un rapport, on oublie. Non, non. Le peuple congolais veut avoir un calendrier général parce que la CENI est un organe technique qui est en fait en train de décliquer, en train d'imprimer l'avenir de notre pays et
Il faut que les choses soient claires pour qu'on ait un calendrier général envie d'avancer. Sinon, on est dans le statu quo et c'est une crise en droit, une crise en Laurent Onyembe a révélé une chose. Hein. La présidence de la CENI devait être normalement confiée à la commission, en fait, aux religieux, en fait, à la société civile. Option, groupe, confession religieuse. Mais Corneille Nangaa n'est pas religieux du tout, comme l'a été Malou Malou ou le pasteur, comment il s'appelait encore celui de la le deuxième, Ngoï Mulunda. Est-ce que l'expertise, on ne tient pas compte de l'expertise à la CENI et pourtant Corneille Nangaa est de la boîte, comme on le dit. Il connaît déjà les us et coutumes, le fonctionnement de la CENI. Le choix des Corneille où la CENI est totalement politisée. Ce choix pose problème aujourd'hui. Ouais. Mais je vous disais ici que la dernière stratégie du pouvoir actuel pour réussir maintenant soit le dépassement ou l'autre mandat, c'est bloquer la machine de la CENI. La dissolution de la CENI. Nous y sommes. Nous y allons progressivement, la dissolution de la CENI, selon vous? Je suis en train même de réfléchir, je me dis, est-ce que l'abbé Apollinaire Malou Malou a démissionné? C'est parce qu'il est malade. J'essaie de dire, peut-être pas vrai, parce qu'il était malade depuis longtemps, il n'a jamais démissionné. Et comment comprendre que juste après la démission du président, et son vice a été imposé à pouvoir leur déposer également la démission? Donc, vous comprenez qu'on reprend maintenant à la politique de la majorité. Et on ira très loin pour faire partir pratiquement des gens qui gênent à l'interne pour bloquer, créer le dysfonctionnement total de la CENI pour que finalement on ait le temps. Deux possibilités. La première, peut-être, c'est appeler aux autres qui s'opposent au dialogue à l'évidence, qu'ils comprennent aujourd'hui que si on ne parvient pas à avoir le dialogue, voilà, la CENI a un problème, par conséquent, on risque de ne pas alors avoir de bonnes élections. Il faudrait que vous puissiez accepter le dialogue. Deuxième possibilité, qu'on comprenne, parce que nous avons la date qui nous attend. L'ultimatum, c'est fin 2016. Si on ne trouve pas solution aujourd'hui avec la CENI, c'est que probablement on n'aura pas les élections. Et la classe politique doit bien réfléchir. Ça, c'est le jeu du pouvoir aujourd'hui. Et vous verrez que le dialogue qui s'annonce aujourd'hui, certainement que nous allons aborder cette question, aura comme sujet prioritaire la composition de la CENI. Du bureau de la CENI. Alors, maintenant le bureau de la CENI en question, parce que John a parlé maintenant de la présidence. Laurent. Laurent plutôt, votre question. Mais la présidence se pose déjà problème aujourd'hui avec la personne qui a été choisie. Trop de contestations, n'est-ce pas? Simplement parce que le jeu n'a pas été clair. Alors nous allons nous poser même la question, pourquoi le jeu n'a pas été clair? Quand vous suivez les églises de réveil, elles disent que Corneille, c'est quelqu'un de l'ECC. Qui prie à Philadelphie. L'ECC, c'est l'église de Marigny. Protestante. Et Marigny, proche du pouvoir. Alors nous disons, est-ce que ce n'était pas le jeu du pouvoir pour envoyer autre personne, n'est-ce pas, qui n'aurait pas gagné maintenant l'assentiment des autres confessions? Et je me dis, ça peut être vrai parce qu'on ne peut pas comprendre. En même temps que l'église catholique refuse, et les églises de réveil refusent, et sauf l'ECC qui accepte, et la personne en question, curieusement, est de l'ECC. Et là, il y a un jeu de cache-cache, nous disons, ce n'est pas bonne chose. La première des choses que nous devons aujourd'hui mettre à la tête, c'est travailler pour la nation, mais curieusement, nous rendons compte qu'on ne travaille pas pour la nation, mais les gens travaillent pour leur stratégie, pour leurs intérêts, parce qu'ils veulent alors se positionner au pouvoir. John Omombo, vous êtes expert à la CENI, je ne mange pas mes mots, mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de cette expertise? Corneille Nangaa est là, il a travaillé, son CV est là, il est de la maison, il connaît déjà le fonctionnement de la CENI. C'est vrai que les confessions religieuses disent que non, il y a comment je peux dire, sa candidature est un peu rejetée par les confessions religieuses, à part l'église protestante. Mais nous prenons le côté expertise. Est-ce que Corneille Nangaa n'est-il pas la personne adéquate pour être à la tête de la CENI? Laurent l'a bien expliqué. J'ai sollicité l'indulgence des téléspectateurs à cause de ma voix. Je voudrais aussi vous remercier de l'invitation. Madame, Laurent a été très clair. La CENI est une institution à la fois politique et technique. C'est indépendante. Il faut bien dire à la population. C'est parmi les institutions politiques que nous avons. Indépendante. De toute façon, c'est une commission. C'est une commission bien sûr, nationale indépendante, une institution d'appui à la démocratie.
mais dont les résultats du travail sont fortement politiques. Parce que c'est la CENI qui nous donne la possibilité d'avoir toutes les institutions démocratiquement élues. Et donc, c'est grâce à la CENI que nous avons justement le Parlement, le Président de la République, les députés et tous les autres. Le travail, il est éminemment technique. On a besoin de l'expertise, bien sûr. Et Laurent l'a dit, est-ce que cette expertise-là, il n'y a que les hommes de Dieu qui en ont l'exclusivité? Nous disons rapidement non. La conférence nationale souveraine a été dirigée par un évêque catholique. La CEI, avec l'expérience que nous avons, c'était une institution transitoire, et c'était avec la communauté internationale. C'était un prêtre catholique qui a présidé la CEI. Et puis, finalement, la première expérience électorale totalement, profondément congolaise, c'est celle de 2011, une élection qui a été financée essentiellement par le gouvernement congolais avec l'argent des Congolais. Cette expertise, c'était avec un pasteur protestant, mon pasteur, le pasteur Ngoy Mulunda. Et puis, la CENI, inachevée, c'était encore l'abbé Apollinaire Malumalu qui vient de démissionner pour raison de santé. Je souligne que réellement, tout le monde sait que l'abbé Malumalu est malade, donc ça ne sert à rien pour nous de polémiquer là-dessus. Nous souhaitons qu'il guérisse. C'est une richesse pour ce pays. Nous ne souhaitons pas perdre quelqu'un comme l'abbé Malumalu. C'est une expérience, même au niveau international, il est vraiment apprécié et il est sollicité partout. Mais aujourd'hui, nous disons, comme Laurent, que les hommes de Dieu n'ont pas l'exclusivité. La loi ne leur donne pas l'exclusivité. Et parce qu'ils ont porté le choix sur Corneille Nangaa. Selon les accords tacites, ça doit provenir de chez... Non, je vais vous démontrer au regard de la loi. Laurent a rappelé que je suis technicien. Oui, j'ai travaillé à la CENI. Nous devons interroger ce que dit la loi. La loi ne dit pas les hommes de Dieu. La loi dit la société civile. Propose. C'est la société civile qui propose, c'est pas dit les hommes de Dieu. Et même dans cette société civile là-bas, il y a 3 sous-composantes. Les organisations féminines et tout ça, tout ce qu'on connaît, les confessions religieuses et puis les autres. Et même les droits de l'homme. Là n'est pas encore le problème. Qui vous dit que, comme Laurent l'a dit, moi, John, je ne peux pas être président de la CENI? Est-ce qu'il faut toujours que moi j'ai des relations avec des hommes politiques pour que je sois... On tient compte peut-être... Non, c'est ça que je dis. Corneille Nangaa, c'est une technicité. Il est secrétaire... Il est secrétaire exécutif national adjoint. C'est pas n'importe qui à la CENI. C'est vraiment des gens qui gèrent l'administration électorale. Il a la technicité. Mais s'il fait l'objet des contestations, mais portez votre choix sur John Omumbo, il peut aussi faire ce travail-là. Parce qu'on cherche des gens apolitiques qui n'ont pas de problème. Si chaque candidat est une crise, comme Laurent l'a dit, l'abbé Malumalu a constitué une crise parce que tout le monde a décrit le fait que il était proche du pouvoir et qu'il ne pouvait pas garantir une élection crédible. Ok, mais le pasteur Daniel Ngomulunda est passé aussi. Il a subi la même situation. Non, voilà, le pasteur, comme il est proche du président Kabila, il a fait des opérations armes à feu et tout ça, il a connu encore des problèmes. Le pasteur est parti. L'abbé est revenu. Aujourd'hui, on a Corneille Nangaa, on récuse encore Corneille Nangaa parce qu'on estime que, bon, voilà, c'est l'abbé Malumalu qui l'a recommandé et puis tout ça... avec des ramifications comme... Mais prenez quelqu'un comme John Omumbo, prenez quelqu'un comme Laurent Onyemba. La CENI, c'est quoi la gestion de la CENI? Il y a 2 organes. Madame, il y a beaucoup d'enjeux. Vous avez dit que c'est éminemment politique. Oui, justement, il y a d'abord... Non, mais je veux vous dire, le travail, il est d'abord... L'organisation d'une élection est d'abord technique, madame. L'organisation d'une élection est d'abord technique et il y a une administration qui est là et qui fait déjà le travail. Vous n'allez pas arriver là-bas et commencer le travail à zéro. Nous avons été formés à la CENI. La CENI avait mis des moyens avec le PNUD, des formations en bridge, tout ça. On a été formés pour gérer une administration électorale. On sait comment ça fonctionne. Et les systèmes électoraux, ce sont les mêmes systèmes qu'on apprend à l'école. Qu'on ne dise pas qu'on va inventer la roue là-bas. Non, ce n'est pas ça le problème. Nous pouvons nous présenter comme candidats si, justement, on n'accepte pas qu'on est Nangaa. Mais nous soutenons tout candidat qui soit un laïc. Nous voulons une expérience d'un laïc. Mais par rapport à la question que vous avez évoquée tout à l'heure, la question concernant aujourd'hui la pression de la majorité sur les membres du bureau de la CENI. L'abbé président a démissionné parce qu'il avait des problèmes de santé. Bon, aujourd'hui nous avons... Est-ce que Pongo ne subit-il pas des pressions aussi? Madame, c'est aussi normal, nous sommes en politique. C'est aussi normal s'il a subi
de pression, nous n'avons pas de preuves de cette pression. L'effet que nous avons aujourd'hui, c'est que les sources proches de la CENI affirment que le vice-président de la CENI a démissionné. Et nous attendons l'annonce officielle de cette démission, comme ça a été le cas avec le président qui est parti. Sa démission n'est pas encore officielle? Je n'ai pas encore lu ni communiqué, ni une quelconque lettre. Ça n'a même pas fuité comme on a eu l'habitude de lire dans les réseaux sociaux. Nous n'en avons pas encore. Mais il y a les médias qui ont repris en citant des sources anonymes proches de la centrale électorale. Donc pour moi, en tant que journaliste, j'émets encore des réserves. Mais je considère que s'il y a eu une démission, s'il y a eu pression, c'est que ce n'est pas une pression officielle. Mais la pression officielle, c'est celle qui a été matérialisée par le communiqué de la majorité présidentielle, qui demande aux délégués issus des partis membres de G7 de se retirer. Est-ce que c'est légal? Je dis, madame, la difficulté, c'est notre loi. Donc, tous les membres, en fait, nous élargissons un peu le rang Onyemba. Tous ceux qui font partie du G7 dans les institutions, dans les entreprises, doivent quitter. En fait, c'est un peu la position de la majorité présidentielle. Madame, je veux reprendre la parole après. Il va continuer. Madame, moi, je vous dis que je relève où mon ami s'est limité. Tu sais, nous avons une loi, j'ai toujours dit, je suis juriste. Ça fait très longtemps que je suis dans le couloir du palais. Mais la légèreté avec laquelle, à un moment donné, on arrive à légiférer, nous dérange. La loi ne dit pas clairement quelles sont les spécificités, justement, du choix du candidat. Même quand on dit société civile, il va vous surprendre. Mais c'est quoi la société civile? Connaissez-vous, je mets quiconque au défi, connaissez-vous un des politiciens les plus en vue ici qui n'a pas été à la société civile? Regardez les archives. Mais alors, on est société civile quand on n'a pas un ministère, on est société civile quand on n'est pas encore engagé dans une entreprise ou quand on n'est pas mandataire. Non, non, nous nous sommes trompés. Parce que seulement 2-3 individus avaient leur candidat à poche, un pasteur, un prêtre, et parce qu'on veut uniquement tailler sur mesure une loi, et voilà, on a proposé la sous-composante, soi-disant, qui ne brille pas. Même les chefs de l'État, on a vu son mariage ici, les pasteurs sont venus les bénir. Alors, quelle est la preuve supplémentaire que vous voulez pour que Kabila vous dise que c'est un chrétien? Non, non. Nous voulons dire que nous avons des compromis, madame. Je rappelle ici que nous sommes partis à Addis Abeba. On était en Afrique du Sud, à Pretoria. On a eu des accords, concertation nationale, dialogue. Et nous avons taillé une constitution sur base de compromis. Jean-Louis Sambo, le savant, l'a dit. Cette constitution est une constitution de compromis. Nous avons des compromis auxquels qu'on ne peut pas comme ça balayer du revers de la main. Les caractères pluriels des élections, ok, la rétrocession, les syndicats, les élections régulières. J'entends ici les gens dire les arriérés de 2011 des élections. Mais ça s'appelle parodie d'arguments. Ça s'appelle une argumentation de pacotille. Du point de vue du droit électoral, il n'existe pas d'arriérés. Nous avons des savants. Jean-Louis Sambo a mis à la place publique un livre, le droit électoral, allez lire. Même dans le cursus normal d'une élection, depuis quand vous avez des arriérés? Mais on a des arriérés seulement électoraux, on ne se rappelle pas des arriérés de l'AC et de tous les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Non, non. La vérité est ailleurs. Si on veut bousiller l'appareil électoral, la machine de la CENI uniquement pour prolonger et proroger le délai, nous avons un délai butoir qui risque d'être pour nous un catalyseur. Rassurez-vous. Le chef d'État l'a dit, le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Même si j'ai totalement admiré la phraseologie du chef d'État sur les références quand il a dit que nous sommes les descendants de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Moussa Laurent Désiré Kabila. Mais il a dit l'équipe en vita. Moi, je suis un enseignant en éducation à la citoyenneté. Comme État congolais, je ne connais pas à quel moment l'équipe en vita devient notre référence. Donc le débat va continuer pour les scientifiques. Mais nous disons en terminant qu'aujourd'hui nous voulons à la fin qu'il y ait un technicien qui vienne à la CENI, mais il ne faut pas minimiser le regard critique de l'Église catholique. L'Église catholique a toujours été au devant de la scène. Politique, aux décisions importantes, John l'a si bien dit, l'Église nous a déçus, tournons le regard vers un technicien, il y en a. Même Biyoya qui est mort ici pouvait aller président de la CENI. Eli Tamboukoule là, Ndaïwel a bien tenu la francophonie. Commence par moi. Pourquoi pas John Omombo? Avec vous que j'ai. Oui, tu termines par moi. Personne d'ici entre nous, même ni Mongoy Moulunda, ni l'abbé président, ni quiconque ne pourra nous dire que c'est lui qui a fabriqué les fichiers.
Ce sont des choses qu'on amène dans des cartons, on va monter avec des techniciens, on encode les voix et puis les éléments sortent. Oui, donc, oui. Il n'y a pas de magie possible. Je crois que les Congolais peuvent continuer à... Nous rebondissons par rapport au G7, Pascal Onge. Donc, tout membre du G7, aujourd'hui, dans les institutions, dans les entreprises, doivent partir. C'est ça le mot d'ordre de la majorité présidentielle aujourd'hui. On les traque partout. Mais je vais d'abord dire un mot à John, parce qu'il a l'expérience. Je crois qu'avec son sang jeune, il peut révolutionner les choses au sein de la CENI. Oui. Il se manifeste. Parce que ce n'est pas bon qu'il les fasse un vase clos, ce n'est pas très bon. Et alors qu'il a toutes les compétences possibles, lorsqu'il faut les évaluer, peut-être, ou l'évaluer, en rapport avec les autres, je crois qu'il est plus élevé que les autres. Mais les autres, là, prennent l'élan seulement parce que lui se cache. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faudrait qu'il sorte. Mais ici, le problème, c'est que moi, je relève plutôt du retard que la CENI prend finalement pour l'organiser. Je vais revenir à la question. Mais c'est un danger, finalement. Laurent parlait de la population. Et apparemment, on ne met pas au premier plan la donne des populations. C'est très dangereux. 2016, s'il n'y a pas élection, personne aujourd'hui ne peut démontrer quel sera l'avenir, encore que la position de la population est toujours non connue. Le danger est là. Quand vous voyez même les points de vue des politiques qui ne tiennent pas compte de la population, nous faisons... Mais eux, ils disent qu'ils sont l'émanation de cette population. On les a mandatés, donc ils parlent en notre nom. Nous faisons au nom de la population. Nous recevons les appels de la population. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire. Nous attendons décembre 2016. C'est déjà un message. Et je pense que si, dans tout ce que les politiques peuvent faire aujourd'hui, il faudrait qu'ils réagissent, les tirent conformément, non seulement à la Constitution, mais également à la volonté de la population. Mais G7, je crois que c'est de bonnes politiques, mais le danger, c'est le retard dont nous sommes en train de décrier. Parce qu'ils avaient les membres au sein de la CENI, et ces membres se sont retrouvés au sein de la CENI parce qu'ils faisaient partie de la majorité présidentielle de l'époque. Maintenant qu'ils ne font plus partie de la majorité présidentielle, c'est de bonne guerre qu'ils quittent maintenant la majorité présidentielle. Mais le danger, c'est leur départ va encore bloquer la machine. Ce dysfonctionnement-là que nous sommes en train de décrire. Donc nous souhaitons que si les choses peuvent se faire dans la rapidité, très rapidement, finalement, pour que on ait une CENI qui pourra alors nous amener très rapidement aux élections. Oui, John, avant de passer vraiment à notre... Oui, mais simplement, je constate que tout aujourd'hui est dépendant du dialogue. Voilà, nous allons entrer oui, on va entrer dans le dialogue, madame. Laurent l'a dit, il y a un problème. Le débat, à un certain niveau, doit s'appuyer sur la loi. Vous savez, même quand les politiques parlent, à un certain niveau, on ne sent pas... on ne les sent pas toucher au fond du problème. Ils sont plus dans les considérations politiques et non techniques. C'est comme le confrère Onyemba a dit tout à l'heure. On ne peut pas, quand on gère dans les affaires de l'État, ce n'est pas avec des états d'âme, on ne gère pas l'État dans la précipitation. Les gens sont pressés d'élaborer des lois. Mais lorsqu'il faut les appliquer, ça devient un problème. La difficulté, c'est notre système, justement. Le problème, c'est pas la majorité. La majorité ne fait que réclamer ce que dit la loi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a atomisé la CENI. C'est vrai que les membres de la CENI, lorsque vous êtes délégués et que vous avez prêté serment devant l'organe de la loi, vous êtes personnalité indépendante. Justement, ça veut dire que dans l'exercice... On n'a pas le droit de leur traquer. Non, attendez, non. Dans l'exercice du travail, dans ce que vous devez faire, vous ne pouvez plus subordonner votre travail au mot d'ordre du parti politique ou du regroupement politique qui vous a délégué. C'est ça le sens de l'indépendance. Malheureusement, au niveau de la loi, madame, le poste que vous occupez revient à un parti politique ou un regroupement politique. C'est ça maintenant le problème. Je vais rapidement revenir sur les aspects de la loi. Lorsque vous voyez la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée en 2013, et c'était ça même la cause du départ du bureau Ngoï Mulunda. Parmi les innovations qui ont été introduites, lorsque vous lisez l'exposé des motifs au point 3, on vous dit que la désignation des membres de la CENI se fait par les composantes selon le quota défini. Selon le quota défini. Et quand vous lisez l'article 10 de cette même loi, le dernier alinéa vous dit que la composition de la CENI tient compte de la représentativité nationale. Et quand vous êtes à l'article 24 bis, on spécifie maintenant le président
est issu de la société civile. Confession religieuse. Vice-président, majorité. Rapporteur, opposition. Ça veut dire que la loi maintenant fait de ces postes-là une appartenance justement à ces partis politiques. Aujourd'hui, avec le départ de G7, il y a des gens, et je l'avais dit, je reprends ce que j'avais dit dans tous les médias, que le départ de G7, il y a des conséquences politiques incalculables. Parce que c'est à tous les niveaux, et c'est ça le pouvoir, les gens doivent l'assumer. Quelqu'un qui occupe aujourd'hui, par exemple, un poste du MSR, MSR qui est aujourd'hui de l'opposition, c'est-à-dire que vous énervez non pas les gens, mais vous énervez l'article 24 bis de la loi qui organise le fonctionnement de la CENI. Ce n'est que légal, c'est un problème de loi. Mais ça n'empiète pas, ça ne touche pas l'indépendance des membres de la CENI parce qu'ils font leur travail. Voilà, et l'article, je rappelle, l'article 211 de la Constitution le rappelle seulement en disant que la CENI jouit de l'indépendance, de l'autonomie administrative et financière. Ça veut dire qu'on ne touche pas à l'indépendance de ces gens-là. Mais les postes qu'ils occupent, entre maintenant en incompatibilité. Parce que quand on voit le parti qui vous a délégué à ce poste-là, c'est un parti qui appartient déjà à l'opposition. Voilà. Et ce n'est que légitime pour la majorité de réclamer. Et on leur demande par élégance des partis le dernier tour de table, de nous laisser les postes. On me signale qu'il n'y a pas beaucoup de minutes. Nous allons Léonie doivent devenir des rapporteurs. Par rapport au dialogue. Le dialogue, ça s'annonce, parce que nous n'aurons pas le temps de parler de commissaires spéciaux. Le dialogue s'annonce. Pour vous, Onimba, quelles seront les grandes lignes, en tant qu'intelligence de mon pays, quelles seront les grandes lignes dans ces dialogues? On doit parler de quoi dans ce dialogue? Bon, madame, je suis encore très heureux de parler du dialogue aujourd'hui. J'ai discuté avec les amis, même étudiants, hier à l'université. Je leur ai dit que je suis encore en train de discuter avec moi-même tout le temps sur la nation congolaise. Ce pays n'a jamais réussi, et je continue à faire appel à des savants, comme vous l'avez cité ici, les Kitima, les Elikia Bokolo, les Ndayuel, pour que les historiens réfléchissent et proposent au gouvernement des mécanismes, n'est-ce pas, de créer le vouloir vivre collectif. Le Congo n'a pas encore trouvé justement, c'est ce que je vais appeler catalogue de valeurs partagées. Ok, nous sommes en train de dialoguer éternellement sur les partages équitables de pouvoir. Nous sommes en train de dialoguer, on bloque la machine à la CENI, on propose le dialogue pour que les gens aillent partager, uniquement pour que quelques 2-3 individus restent aux affaires. Mais le montage, n'est-ce pas, de l'identité congolaise a échoué. Depuis 60, même depuis 1885, à l'acte de Berlin, jamais les communautés congolaises ne sont jamais parlé. Je vais vous donner un exemple. Quand vous rentrez dans un ministère, à la porte, les militaires qui là vous disent à Bari, jusqu'au sommet. Si vous parlez à Bari, on vous fait passer. Vous pouvez arriver dans un ministère, on vous dit Moyo. Comme on vous a dit Moyo à l'entrée, jusqu'au fond, vous allez passer. Mais quand on prend Goma, quand on dit Rutshuru est tombé, si vous allez à Kwilu, mais les Congolais de Kwilu mangent, ils s'en foutent. Non, pas forcément, Laurent. C'est vrai que ça touche quand même tout le C'est Congolais. des grandes théories que j'ai beaucoup fouillées et j'ai beaucoup... Vous êtes sûr que... Non, dépassionnez un peu, Laurent Onima. Vous êtes sûr que ce qui se passe à Rutshuru ne touche pas un Congolais de l'Équateur ou du Bandundu? Je n'ai pas dit que ça ne touche pas tout le monde. Il faut nuancer, mais j'ai dit les grands Congolais. La majorité ne sont pas intéressés, ils vont au champ. Mais si on prend un mètre en France, rassurez-vous que l'État français s'arrête. La différence est que si un seul Français est capturé au Darfour, le président sort en conseil des ministres, il arrête, il y vient dénoncer. Mais si chez nous, 300 Congolais sont submergés dans le fleuve en revenant de Mbandaka, c'est un non-événement. C'est donc vous dire que nous n'avons pas encore identifié notre catalogue de valeurs communes. Et je veux que le premier point au dialogue soit aussi la discussion entre communautés. Que quand un Katanga a le pouvoir, que les Kassaïens ne pensent pas qu'il est un féodé. Que le jour où quelqu'un de Bandundu aura le pouvoir, que quelqu'un de l'Équateur ne se dise pas qu'il est tout à fait en difficulté. Dans ces pays, on a connu des gens qui sont mariés au Ngwandi uniquement parce qu'ils veulent entrer dans le système de l'époque. Et je connais des gens qui s'appelaient Moulenda, qui ont enlevé le A à la fin pour ressembler à ceux qui s'appellent Moulend. Non, non. Il faut que le premier point rentre justement dans la consolidation de notre identité commune pour créer la nation congolaise. On a un État congolais, et Joe l'a dit, c'est un savant, il dit qu'il faut inventer l'identité congolaise. Ça, c'est un des deux.
Vraiment, il faut vraiment laisser le temps. Je termine pour que les amis... Il ne reste pas beaucoup. Je termine pour dire que moi, les discussions sur la CENI, je sais que c'est uniquement pour partager les pouvoirs. On va nous dire qu'il faut qu'on discute. Non, non. On est allé aux concertations, on a sorti des milliers de résolutions. On en a retenu 100. Qu'est-ce qu'on en a fait? Discutons. C'est une valeur africaine, mais rassurez-vous que nous ne discutions pas de l'ordre constitutionnel. Toutes les lois peuvent venir. Je n'ai pas appris ici par des juristes, je n'ai pas de chez moi. Oh non, les glissements inconstitutionnels. Je dis, mais nous sommes les seuls pays au monde où même les maçons commencent à parler de la constitution. Moi, quand il s'agit d'une constitution, j'appelle mon vieux Luamba, j'appelle le professeur Wassenda, j'appelle Jean-Louis Sambou, je dis, interprétez-nous ça. Mais je refuse aux maçons, aux caméramens, aux cantonniers de parler de la constitution. Dialoguons, mais respectons l'ordre constitutionnel. Nous voulons être un pays sérieux, il faut que le 19 décembre 2011, même s'il n'y a pas d'élection, mais que le glissement, parce qu'on dit les 90 jours avant, on doit convoquer le corps électoral. Mais si on peut aller à 2 mois pour dire, les fichiers arrivent de retard, on peut comprendre. Mais si c'est 2 ans, rassurez-vous que les Congolais ne vont pas tolérer et personne ne connaît. C'est vrai, vous avez suivi, c'est vrai que ça a soulevé un tollé le propos de Atundu, hein, qui a dit qu'on nous donne 2 à 4 ans pour les élections. C'est vrai que la majorité a dénoncé ces propos, mais BBC dit haut et fort que le monsieur Atundu en a parlé, il a dit que non, d'ici là, on ne peut pas organiser les élections qu'on nous donne 2 à 4 ans. Alors, pour vous, dans le dialogue, on doit parler de ça aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Les élections, on le sait, c'est quasiment impossible de l'organiser dans le temps. Il faut prier que la génération comme Laurent, comme John, finalement ait des pouvoirs pour changer les choses, parce qu'il n'y a pas de jeu clair dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Les concertations nationales ont été organisées la fois passée. Et échec est total, parce que l'objectif des concertations était rechercher la cohésion nationale. On n'en a toujours pas cette cohésion. Nous avons aujourd'hui la décohésion totale du pays. Simplement parce que lorsqu'on organisait les concertations nationales, il y avait des partis qui étaient restés, ceux qui sont allés, ils se sont dit les autres peuvent rester, peu importe, nous allons trouver solution et le pays va avancer. Quelques mois après, difficulté, il fallait maintenant penser au dialogue. Le dialogue, son origine, c'est de l'accord 4, dans ces 2 résolutions. Et aujourd'hui, on dénature le dialogue. Résolution 2098, dans sa disposition 4 et 14, on parle du dialogue. Résolution 2211, dans ses dispositions 19 et 20, on parle du dialogue. Dialogue inclusif, simplement pour identifier les causes qui font qu'après les élections, à chaque fois en République démocratique du Congo, il y ait guerre, il y ait des troubles. On se réfère aux élections de 2006, on voit également les élections de 2011, avec la guerre de M23, et avec le M23, on a signé même la déclaration de Nairobi. Si vous aviez suivi même le M23 aujourd'hui, ça est prêt plutôt à se désengager de la déclaration de Nairobi. Nous, on pensait que le M23 n'existait pas, et alors que le M23 continue à exister. Donc le problème est là. Si on va au dialogue, pas avec sincérité, pour atteindre les objectifs essentiels pour l'intérêt de la nation, nous allons encore tourner à rond, les problèmes vont encore surgir, et vous verrez qu'on n'aura pas à faire avancer les choses, simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des partis de l'opposition qui ne sont pas prêts à aller au dialogue. Ici, nous citons la dynamique de l'opposition. Vous suivez leurs déclarations, et aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont ouvert les portes de la convention, et c'est déjà un problème. Ils sont stoïques dans leur position, pas de dialogue. Si ces partis seront exclus, donc ce sera encore... Mais c'est déjà un problème. L'effort qu'on doit fournir aujourd'hui, c'est convaincre tout le monde, avoir l'adhésion de tout le monde, pour que ce dialogue soit inclusif. Premier point à débattre, question de la CENI. Comment avoir des dirigeants indépendants, dans la logique de John, comme il vous a expliqué, ceux-là qui vont travailler uniquement pour la nation. Deuxième question, comment avoir des élections conformément à la Constitution? Parce que là, nous accusons le retard. Est-ce que nous serons à mesure d'avoir les élections? S'il n'y a pas élection, qu'est-ce que nous allons faire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'à ce moment-là, il faut revenir maintenant à la logique d'aller à Tundu? Il faut dépassement de 2 ans? Est-ce qu'il faut dépassement d'1 an? Est-ce qu'il faut, à ce moment-là, les acteurs peuvent échanger et trouver maintenant comment... Voilà, les hommes forts dans ce pays, c'est vrai que la politique, c'est un jeu des ententes, des alliances. Aujourd'hui, c'est l'alliance Kamere-Katumbi, les 2 cas aujourd'hui qui se rapprochent. Peut-être en rapprochant les grandes figures, on rapproche aussi ceux qui les suivent, John Mombo. Je voudrais ici rappeler d'abord que quand nous avons suivi M. Alain Atundu, qui a apporté des précisions sur ses propos, il a rappelé qu'il a paraphrasé
expert électoral. Ah, ok, Donc, ça ne vient pas de lui, au fait. Ça ne vient pas, ce n'est pas le fruit de sa pensée. Okay. C'est la pensée d'un expert qu'il a, lui, paraphrasé. Donc, il a même cité cet expert-là. C'est la précision. Okay. Deuxième précision, c'est que j'ai suivi mon ami et frère Laurent, qui, lui, il est juriste, mais lorsqu'il va jusqu'à refuser aux maçons et aux caméramens de parler de la Constitution, c'est vrai, du point de vue... D'interpréter, c'est cette nuance. Oui, mais interpréter... Oui, je voudrais seulement rappeler que on nous a fait croire, ce sont les gens du droit qui nous font croire que la Constitution, c'est la volonté du peuple. En 2005, au mois de décembre, nous avons couvert tous, justement, la campagne référendaire. Et la campagne référendaire, justement, c'est pour permettre au peuple de parler. C'est notre propriété. Il faut permettre à tout le monde de parler. Au moins, peut-être dans la dimension scientifique. Là, je suis d'accord avec lui, mais on ne peut pas refuser à tout le monde de parler. Et lorsque Sabard Rutshuru, Laurent est avec moi ici à Kinshasa, il voit la tension qu'il y a. Ça ne veut pas dire que les Kinois habitent Rutshuru, mais il partage justement ces sentiments-là. Donc, on ne peut pas dire que on se fout. Comme l'a dit Laurent, on se fout. Le Congolais existe. Est-ce que la nation congolaise elle existe, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Le fait que même Laurent parle pour sa nation, ça veut dire que cette identité-là, c'est justement ce patriotisme que nous crions à corps et à cri tous les jours. En fait, ça, c'est des éléments. Je dis, Laurent lui-même aussi là-bas, quand il parle, on sent qu'on a une identité. Bref, pour le dialogue, il y a deux problèmes que je vais soulever rapidement. J'ai le malheur d'intervenir à la fin. Rapidement, le dialogue aura pour mission principale d'évaluer le processus électoral, y compris justement le bureau de la CENI. Processus électoral parce que c'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Et la CENI est en difficulté, la CENI est asphyxiée. Qui crée ces difficultés? C'est là aussi la question, qui crée la difficulté? C'est toutes les parties prenantes. C'est pourquoi il faut qu'on permette à la CENI de faire ce travail-là. Parce que même le gouvernement ne nous a pas encore dit pourquoi, pour les 3 derniers exercices, il y a eu que 17% d'argent qui ont été décaissés. Madame, je termine en disant que l'affaire des commissaires spéciaux aussi, j'ai le malheur d'intervenir en dernier, l'affaire des commissaires spéciaux, ça c'est encore un problème. On a 2 tableaux, 21 provinces avec des commissaires spéciaux qui ne répondent pas des assemblées provinciales, qui répondent du pouvoir central, et puis on a 5 provinces avec des gouverneurs élus qui répondent. C'est encore un problème. Le dialogue pourra résoudre ce problème-là. C'est sérieux. Je vous promets que pour les commissaires spéciaux, on en reparlera de long en large la prochaine fois. La télé, c'est le temps, mais la CENI, c'était vraiment un sujet assez passionnant. Il fallait qu'on comprenne en tout cas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe à la CENI parce que ça touche directement. Nous attendons la démission des MSR et autres. Voilà, donc nous attendons la suite. Wait and see. Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci en tout cas à mes 3 hauts qui ont accepté de participer à cette émission. Merci à Laurent Onimba, à Pascal Oronge et à John Omombo. Merci à vous qui me suivez dans tous les réseaux sociaux. Cette émission est pour vous. Nous sommes là, nous de la presse, pour en tout cas que vous essayiez de comprendre dans les larges détails, en tout cas ce qui se passe dans notre pays. Comme je l'ai dit si souvent, nous n'avons que ça comme pays, nous n'avons que ça comme héritage et nous espérons vraiment que nous allons léguer la RDC en de bien bonnes conditions pour les générations futures. Parce que moi, je paraphrase encore un grand écrivain qui a dit « Un homme d'État, c'est celui qui pense à la génération future. » Est-ce que pensons-nous réellement à la génération future? Eh bien, c'est ça la dernière phrase pour cette émission. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir la semaine prochaine. Au revoir. Merci.